Bon, mais je pense que pour tenir un peu les temps, on se propose de démarrer, et puis les autres rejoindront. Donc moi, la question qui m'avait été adressée, enfin que Arnaud m'avait proposé d'aborder pour introduire un peu la discussion de maintenant, c'est de dire, bah, écoute, est-ce que tu pourrais pas faire un point sur comment on peut se saisir de ce qui est évoqué depuis ces 3 jours ici? Et donc, comme dirait son grand collègue Thierry, pour que le maître continue à nous conserver sa confiance pour grimper les pyramides, voilà, je vais essayer d'essayer de ne pas entamer cette confiance que notre maître pourrait avoir. Alors, donc l'idée, en fait, ce qui est ressorti, c'est que, enfin moi c'est comme ça que je l'ai entendu, c'est qu'il fallait largement laisser de côté l'approche locale de l'activité et que la focale de l'ergonomie, eh ben, elle continue à s'élargir au gré de cette prise de maturité, parce qu'on peut considérer aussi que ces espèces de disruptions qu'on voit là aujourd'hui, dont on parle, eh ben, c'est un signe aussi de maturité. Et bon, je ne vais pas vous expliquer que pour progresser, il faut quelquefois être en disruption. Alors, la différence, en fait, avec, moi, il me semble, ce que l'on a connu jusqu'à présent, c'est qu'on était assez souvent dans quelque chose qui était de l'ordre du continuum. Et aujourd'hui, on est vraiment face à quelque chose qui interpelle énormément nos pratiques, interpelle ce qui pourrait être attendu, et puis interpelle là où on n'est même pas attendu. Pour évoquer avec Pascal le fait qu'il ne nous adresse pas à un certain nombre de choses, voire même il ne va pas nous donner les moyens d'aborder ces choses-là. En tout cas, ça se traduit par une chose qui est importante, et que Alain hier a évoqué, c'est ce changement de paradigme. Changement de paradigme qui est beaucoup plus large, qui prend différentes dimensions. C'est déjà, dans nos approches, on est centré humain, et donc l'idée c'est de dire, mais il faut le prendre, mais dans toute son implication au monde, et pas simplement de son implication en activité de travail. Il faut, pour paraphraser certains, envisager l'activité dans son écologie, c'est-à-dire dans ses 360 degrés, c'est-à-dire de tout ce qui l'entoure, etc. Mais aussi, et c'est ce qu'on avait tendance à pas trop faire, envisager les autres dans leur propre 360 degrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste envisager les autres que du point de vue de l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous ou que nous, on pourrait avoir sur eux. Ils ont aussi leur propre autonomie, leur propre vie différente. Et donc, dans cette approche que l'on cherche à avoir, pour essayer d'être dans une écologie du travail, etc., il est souhaitable, à mon avis, qu'on puisse aussi considérer ce que nos partenaires, coopérateurs, je ne sais pas comment le dire, vivent là-dessus. Alors il faut juste faire attention, c'est que, et ça a été évoqué, on ne soit pas, on reste suffisamment vigilant pour ne pas basculer dans une espèce d'anthropocentré, quoi. C'est dans l'anthropocentrisme, et que l'on continue ou qu'on se donne les moyens de laisser la place à que ce soit de la biodiversité pour l'environnement, que ce soit le monde animal pour le côté faune, etc. Et considérer que l'homme, ça n'est qu'un élément de ce système beaucoup plus large, et que les limites de la conception contre nature, il faut les dépasser pour regarder en fait comment on peut justement travailler avec cette nature, respecter cette nature, pour encore une fois, sans chercher à, paraphraser ce qui a été dit ce matin. Alors, bien sûr, moi j'ai picoré dans l'ensemble, donc pas d'offuscation sur le fait que je ne cite pas les personnes. L'important, je pense que c'est qu'on puisse échanger un peu sur ces idées. Donc, ce qui importe, c'est que cette espèce de dichotomie qui nous a été adressée pendant un certain temps sur santé et performance, sans qu'on la perde, bien entendu, il faut juste qu'on l'élargisse beaucoup plus loin
que simplement sur le point santé-performance. Il y a aussi des impacts. On a parlé d'externalités. Je pense que les externalités, on devrait aussi les traiter dans notre approche de manière un peu plus centrale que simplement les considérer comme un impact, mais regarder aussi une espèce de boucle entre ces externalités et puis de ce que l'on fait. Moi, j'ai bien aimé l'idée de dire, passons d'une conception réglée à une conception innovante. Je pense que là, c'est typiquement le genre d'ouverture auquel il va falloir faire face. Et pour faire face à ça, il y a un certain nombre d'outils qu'il va falloir revisiter. Il va falloir revisiter, par exemple, l'appel à différentes disciplines qui pourraient être intéressées dans notre approche de cette activité. Disciplines qui ne sont pas nécessairement celles auxquelles on pense spontanément et qui sont intéressées au travail. Pascal a évoqué les géographes, les écologues, les politistes, etc., etc. Donc ce sont des disciplines qui n'étaient pas encore dans le champ de ceux avec lesquels nous travaillons. J'ai bien aimé aussi cette notion, même si elle est discutable, il faut en discuter, d'expérimentation en plein air. Ça fait écho à quelque chose qu'on est en train de faire au niveau de l'AFNOR, où les collègues qui travaillaient sur des systèmes de mobilité, des systèmes assistants, accompagnant la mobilité, ont dit, on a un trou sur la partie de la conception-évaluation de ces systèmes-là. La question étant, mais quand je dois évaluer ces systèmes, que veut dire évaluer ces systèmes dans une espèce d'écologie, c'est-à-dire dans l'usage, dans l'environnement dans lequel ils se trouvent, et à ce moment-là, en termes d'outils, en termes de caractéristiques à évaluer, eh ben, on est un peu démunis. Donc, à l'AFNOR, il y a, c'est sous couvert de Maria-Sol Pérez-Tora là-dessus, qui anime ce groupe-là. On est en train de conduire une espèce de norme expérimentale pour voir justement comment aborder ces questions-là. Donc, l'autre aspect qui est apparu très important dans ces recueils d'informations, c'est cette notion de laisser le temps au temps, mais avec une grande importance, puisque en fait, on est sur des phénomènes qui ne sont pas, dont l'impact n'est pas d'une grande immédiateté, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas dont l'impact a besoin de se travailler, de prendre corps, etc. Et donc, dans ce que l'on veut observer, il faut qu'on ait les moyens de se doter de ce temps-là. Ce qui fait penser à un autre temps, qui est la question du temps, qui a été abordée hier matin, qui doit être envisagé, non pas simplement sur ce temps de travail, mais, et je trouvais ça très intéressant, le fait de dire on est confronté à une espèce d'articulation entre les différents temps auxquels on doit faire face. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, et à ce titre, d'une certaine manière, nous sommes les acteurs du temps que l'on va consacrer, de la manière dont on va le consacrer, même si, bien entendu, il y a un certain nombre de contraintes auxquelles on doit faire face, quoi. Et il y avait le terme de l'humain devenant un ingénieur des temps pour faire face à ces sollicitations et gérer le temps au regard. Voilà, moi, j'irai pas tellement plus loin, juste pour dire que pour lancer la discussion, et là pour le coup pour paraphraser le camarade Pascal, si on dit que l'ergonomie est une discipline d'action, par rapport pour faire face à ces différentes disruptions, quelles sont les actions que l'on pourrait conduire ou comment on pourrait envisager un travail face à ces interrogations, ces interpellations auxquelles on doit faire face. Voilà, je vous remercie. Merci Alex. Enfin, l'idée de ce moment ensemble, c'est que la parole est à vous et que vous ayez un temps pour réagir, discuter, échanger, avec en fil conducteur comment est-ce que ce qu'on discute ici, ça interpelle le métier dans son organisation, dans sa structuration et dans les ressources dont on dispose aujourd'hui et demain pour pouvoir avancer dans ces débats-là. Je fais à droite, tu fais à gauche. Je fais à gauche. Oui, moi j'ai
un sujet de discussion qui me paraît important. Pour moi, c'est ma vision personnelle, l'ergonomie c'est aussi et surtout une méthode. Et en fait, au travers de toutes les discussions qu'on a eues, je me retrouve pas mal dans beaucoup de choses, mais concrètement sur le terrain, je fais comment pour prendre les dimensions écologiques, économiques voilà. Donc je pense qu'il y a un gros travail de réflexion à faire sur les méthodes, sur comment prendre en compte tous les aspects dont on vient d'évoquer, qui me manque un peu aujourd'hui. Voilà, je suis largué sur le terrain, je sais pas quoi faire, quoi, clairement. Pour situer, tu peux juste te présenter. Pardon, Luc Goron, je suis plutôt ergonomie cognitive, moi, à la base. Je travaille pour le ministère des Armées. Merci. Des Armées, ministère des Armées. Oui, alors pour te répondre, peut-être, j'ai le sentiment, en tout cas, par rapport à ma pratique, finalement, à ce qui m'arrive dans ma vie professionnelle, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'opportunité. C'est-à-dire que chaque terrain que je traverse n'est pas forcément prêt ou en capacité, ou j'ai pas forcément, moi, le feeling d'arriver à engager, en fait, les choses vers l'écologie du travail, etc. Je dis ça tout simplement parce que, en ce moment, je fais une intervention pour des restaurants scolaires d'une ville qui a décidé de passer à une alimentation bio avec des circuits courts, avec un cahier des charges auprès d'une cuisine centrale très, très précis, avec les biodéchets. Et en fait, l'étude que je suis en train de réaliser met en évidence qu'on a traité uniquement cette question du restaurant, mais on n'a pas traité les questions politiques de gestion de ville, de gestion environnementale, et on n'a pas en fait abordé plein de sujets. Et donc le point d'entrée pour moi, le pied dans la porte, c'est l'étude des activités du restaurant scolaire et le regard qu'on peut aussi porter sur l'aspect éducatif pour les enfants, d'apprendre la société de demain, comment mieux manger, comment considérer aussi la question de l'environnement dans la culture, l'approvisionnement, etc. Donc là, j'ai envie de dire que la méthode, c'est de mettre le pied dans la porte et d'essayer finalement, à travers les relations qu'on peut développer auprès des élus d'une ville, auprès d'une direction de l'éducation, auprès d'une direction de l'enfance, d'aller aussi avec ces personnes-là dans ces discussions ou dans ces réflexions. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé, c'était vraiment dans la prise en compte pratico-pratique, c'est est-ce que je vais sur le terrain, est-ce que je calcule un score d'équivalent d'émissions CO2 pour comparer machin, est-ce que je suis légitime à le faire, grosse question, est-ce que c'est mon rôle aussi, grosse question, et ensuite, admettons que ce soit mon rôle et que je sois légitime, concrètement, comment je fais, quoi, quelles sont mes méthodes, quelle est ma boîte à outils en tant qu'ergonome. Je me représente souvent comme étant quelqu'un qui a plusieurs outils qui peut intervenir. Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à outils pour guider, aider, conseiller, accompagner sur des thématiques dont on a évoqué, par exemple la question du temps, de l'écologie et de tout ce qu'on a évoqué, quoi. Pardon, excuse-moi. Je réalise que c'est une question très très large et que tout est à construire. Hein. J'attends pas une réponse. On entend bien dans ta question qu'on a des trous dans la raquette, peut-être. Peut-être en termes de formation. Je ne sais pas si ça serait pour en termes de formation. Bernard Boule, Naval Group. Je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. Pour ma perception de ce congrès, de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai compris, c'est vous ouvrez un nouveau périmètre sur lequel nous, en tant qu'ergonomes internes, va falloir qu'on s'imagine comment on va pouvoir s'intégrer dans cette dimension et qu'il y ait une multitude d'acteurs qui sont concernés. Donc, et là, je te retrouve comment nous, en tant qu'ergonome interne, on va pouvoir monter à ce niveau-là, comment on va pouvoir rassembler les synergies pour qu'ils acceptent cette proposition et notre positionnement. Au-delà des outils et du reste, je crois que c'est surtout un problème de différents acteurs. Et j'ai une autre question.
puisqu'on est sur l'écologie. On parle d'impact, et moi, ma question, c'est quel est l'impact du changement climatique sur l'homme, sur l'humain, sur le vieillissement biologique, l'usure professionnelle, et peut-être aussi sur sa capacité de travailler à 64 ans aujourd'hui. Ouais, j'ai terminé. Moi, en fin de compte aussi, à chaque fois que j'écoute des choses, je me demande toujours comment je peux l'intégrer dans ma pratique, où je travaille pas, je suis aussi ergonome interne, je travaille pas dans le milieu du tout agricole, et pour autant, dans ce service public, il y a des impacts sur dans la transformation d'un lieu, d'une organisation, etc., qui peut être sur les transports, sur l'impact numérique, sur voilà, d'autres types je dirais, de pollution environnementale. Et ce que je me disais, c'est que finalement, est-ce que je sais pas comment dire. Je me dis, moi, je pourrais, dès la phase, par exemple, diagnostic, c'est-à-dire que déjà sur une situation, d'analyser aussi de ce point de vue-là la situation, et qu'ensuite, avec l'ensemble des acteurs, dans une co-conception pour la transformation, ça, concrètement, on fait une projection. Des fois, tu peux faire une projection de l'organisation future, tu peux faire une projection spatiale, et tu dois faire des choix à partir d'un compromis de plusieurs enjeux de cette situation qui peut-être sont de l'ordre du sens au travail, de l'ordre de ce que tu dois réellement, ce que le travail doit produire. Mais il y a aussi cet enjeu-là, l'impact de ce travail sur cette dimension. Et là, ça paraît hyper abstrait, mais moi, je me dis, on pourrait quand même être assez concret. C'est-à-dire que aller au bout je sais pas, une observation. Je suis en train de réfléchir. Bon, c'est vrai que je vais peut-être pas reparler des toilettes, mais une observation, je sais pas, d'une situation d'accueil. Qu'est-ce que ça va générer à la fois comment il faut s'articuler entre l'accueil d'un niveau 1 et d'un niveau 2. Est-ce que ça passe par une dématérialisation de l'information? Est-ce qu'on trouve finalement d'autres manières d'interagir pour cette articulation? Parce que là, il y a on commence à penser à cet impact écologique. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ça devrait un petit peu comme... Enfin, je pense que le message, c'est la question que ça imprègne la compréhension de la situation, mais la compréhension pour l'ensemble que ça devient un nouveau enjeu qui complexifie et qui va faire qu'on va prendre des arbitrages, parce que forcément on va prendre des arbitrages pour aller vers une transformation. Donc et j'en profite parce que je voulais poser, c'est pas une question, moi c'est une remarque, un truc qui m'a un peu... Après tu es revenu sur ce que tu disais, mais quand dans ta présentation, Pascal, à la fin, tu as dit faut travailler dans des lieux neutres, des nouveaux lieux, qui ont des nouvelles formes de travail, etc. Et après, tu as dit, mais finalement, nous, on n'a pas de demande de milieu industriel, financiarisé, et s'il y en avait, on irait. Effectivement, quand on est ergonome interne, ou quand on est consultant, etc., et voilà, on va pas... Enfin, je veux dire, c'est un peu pareil. C'est facile de convaincre quelqu'un qui a le même avis que toi. Et c'est peut-être facile, mais en tout cas, c'est plus aisé d'aller dans un tiers-lieu, travailler avec ces personnes qui ont déjà un engagement politique, une vision, etc. Mais il y a on ne va pas pour autant ne pas travailler avec les autres personnes qui aussi peuvent être source de création, de richesse, de prise de conscience, etc. Et bon, comme après tu es revenu, finalement on est d'accord. Et c'est vrai que le plus compliqué, enfin moi dans mon travail, mais c'est de modifier la représentation des décideurs les plus haut placés finalement, parce que ils sont très loin du travail. Et aussi, des fois, ils sont très loin des impacts du travail avec d'autres objectifs qu'ils ont. Et
ils ont des objectifs et ils réduisent le nombre d'objectifs pour prendre des décisions, c'est-à-dire un objectif économique, d'image, etc. Et du coup, ils mettent de côté, donc ça simplifie, ça facilite leurs décisions. Et voilà, c'est ça qui... Bon, je suis un peu trop longue. Parce que l'idée, c'est qu'il y a un débat. Merci Anne. Pascal, François, vous avez Pascal aussi? Juste pour juste rebondir sur ce que vient de dire Anne, et puis je reviens sur ma question. Ils ne sont pas loin du travail, ils ont un travail, ils sont loin du travail des autres, ce qui n'est pas pareil. Et il y a comme enjeu de pouvoir peut-être s'approcher aussi du leur pour comprendre qu'est-ce qu'ils font. Bon, ceci étant banal, je ferme. Je trouve que dans les remarques qui sont faites là, à mon avis, on se retrouve devant une question qui, dans un premier temps, est absolument classique. C'est quel est le périmètre de la situation qu'on regarde. On sait depuis qu'on existe en ergonomie que la situation, ce n'est pas le poste. Qu'il y a donc un périmètre à construire, à trouver. Et généralement, la situation, elle n'existe pas avant qu'on la décide comme telle. C'est un effet du regard sur le travail qui découpe dans l'espace et dans le temps, et là je rejoins les questions d'articulation des espaces identitaires dans un territoire d'action, ce qui nous paraît être le bon périmètre de l'engagement pour pouvoir agir. Ça n'a pas changé, ça. Ce qui change, c'est qu'il se trouve que ce périmètre, qui jusqu'ici était dans un premier temps dans l'atelier, puis qui s'est trouvé dans l'entreprise, maintenant il est dehors de l'entreprise, et donc à une échelle dont on se demande, ça s'arrête où? Et ça veut dire, ben, c'est la terre entière, on ne va pas y arriver là. Donc on a comme responsabilité, c'est le métier, de donner des bornes, des limites à des questions qui n'en ont pas. On peut les pousser à l'infini. Il faut donc bien les borner. Comme disait Schwartz, on est devant des grandeurs sans dimension, mais qu'il faut bien dimensionner. Sinon, on n'y arrive pas. On reste sur un mode contemplatif à se demander, mais qu'est-ce qu'on peut foutre? On ne peut rien faire. Agir, c'est assumer le fait qu'on va limiter, qu'on va réduire, qu'on prend un angle qui ne prend pas tout. C'est un choix, c'est une décision. Ça n'a rien de scientifique ou pas, c'est une décision d'action. Et qu'est-ce qui la règle? C'est l'intention qu'on porte sur la situation. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et ça nous demande donc d'être, nous, au clair sur qu'est-ce qu'on veut faire. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas nouveau. La deuxième chose, c'est que je pense que dans nos affaires, dans ce qui concerne les questions qu'on traite là, les histoires d'écologie, ce n'est pas nous qui les amenons. Tout le monde les a. Tout le monde les a. Et on est face à des gens qu'on appelle des opérateurs, ce qui devient de plus en plus marrant, mais qui sont habités par des questions d'écologie. À la fois sous l'angle physique, en quoi ce que je fais, ça détruit le monde, mais sous l'angle moral, en quoi ce que je fais dégrade la civilisation, en quoi ce que je fais dégrade l'image que j'ai de moi, bref, en quoi je porte soin, care, du monde. C'est ça l'écologie, profondément. Donc, ce n'est pas nous qui l'amenons, ça. Notre rôle dans l'analyse, et qui pose des problèmes d'analyse, c'est comment c'est présent dans l'activité de ceux dont on parle. C'est présent. Comment le guichetier, le serveur, le cadre, qui vous voudrez, travaille avec ça dans la tête. C'est-à-dire, c'est pas un truc qui lui est extérieur, il agit avec ça. C'est dans son travail. Ça relève de sa prescription autonome. Il l'a. Et deuxièmement, et c'est tout, notre rôle, c'est de préparer les organisations dans lesquelles on est à devoir faire face à ça, qui est chez tout le monde, et plus ou moins présent comme injonction sociétale. Plus ou moins présent. Il y a des fois, c'est très présent. Là, tout à l'heure, on va avoir un atelier sur le bien-être animal. C'est vachement présent. Dans d'autres cas, c'est dans l'air. Et ce qu'on disait hier, c'est une dimension de conscience que les gens peuvent en avoir sans que ce soit articulé au point d'être une pensée, a fortiori une capacité d'agir. Notre rôle à nous, alors, c'est d'aider les différents acteurs, et notamment, par exemple, des dirigeants, à prendre la mesure de ce qui va arriver, mais qui est déjà un peu chez eux autrement, et dont éventuellement ils se déforment d'ailleurs pour se protéger. Comment ça va leur arriver, et comment, en prenant appui sur des questions qui, dans le travail, les gèrent déjà, il y a un chemin que l'on peut aider à prendre pour se mettre à hauteur des enjeux. Et c'est clair qu'on ne le fera pas tout seul. Merci. Donc là, ça relève d'une formation aussi.
passe la parole à Pascal. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées là qui sont très intéressantes. Moi, je pense, je voudrais attirer votre attention sur un point, enfin attirer votre attention, je pense que vous le savez, mais quand on parle du travail, inévitablement, on est dans des dimensions politiques qui sont relatives au vivre ensemble. C'est un objet éminemment politique, la question du travail. Mais quand on rajoute la question écologique, on rajoute un peu de complexité politique. Je vous rappelle quand même qu'on a là actuellement un ministre de l'Intérieur qui a qualifié une fédération d'associations écologiques d'écoterrorisme. Hein. Donc moi ça m'inquiète, hein, personnellement, ça m'inquiète pour nos étudiants, ça m'inquiète pour notre formation, parce que notre formation elle s'appelle, elle a pour sous-titre Transition éco-travail et transition écologique et sociétale. Bon, donc moi alors je pense qu'un des enjeux de la discussion qu'il y a là, c'est aussi que ce ne soit pas uniquement des universitaires, mais que ce soit aussi des acteurs du conseil, etc. Hein, Thierry, j'ai compris la rationalité. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même situation, parce que nous, on peut prendre, on est dans des configurations qui sont beaucoup moins risquées que les vôtres. C'est moins risqué que les vôtres. Et puis nous, d'une certaine manière, notre responsabilité, c'est de prendre des risques et d'aller là où on ne sait pas aller. Moi, je pense qu'il y a une problématique pour rentrer dans cette question-là. Aujourd'hui, moi, finalement, la manière dont je le dirais, c'est attention, il faut s'armer. Il faut s'armer. Comment faire? Comment faire? Parce que je serais pas tout à fait, je serais un peu résistant, mais là je vais aller très très vite. L'idée d'élargissement des déterminants qu'a repris Alex tout à l'heure, et là ça fait écho pour moi à ce que disait François Danielou, l'histoire de la discipline, c'est l'élargissement des déterminants. Je résisterais pas mal moi à cette analyse-là, parce qu'en fait c'est pas tellement un élargissement des déterminants. C'est une réorganisation systémique c'est une réorganisation systémique, c'est-à-dire que le système n'est pas le même. C'est l'unité d'analyse et d'action qui est modifiée. Pas simplement un élargissement des déterminants, c'est l'unité d'analyse et d'action qui est modifiée. Ce qui n'est pas pareil. Alors moi, j'ai deux choses à vous dire là-dessus, pour donner de l'épaisseur à ce que j'imagine. La première, c'est, vous avez fait quelque chose hier, Arnaud et Thierry, que moi je trouve super. Vous avez fonctionné sur un mode revue de projet, c'est-à-dire je suis dans ces projets-là, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux comprendre la chose, etc. Alors c'est malaisé. C'est malaisé, ça peut vous mettre en tension, vous dévoilez, c'est pas forcément dans quel contexte des relations on est, etc. Il faut régler ça. Mais je pense qu'il faut faire ça. Ça, c'est bien, ça. Ça pourrait être, je regarde Raphaël, s'il est là, Raphaël Wensbros, non, il n'est pas là, parce qu'on parlait du congrès. Je pense qu'il pourrait y avoir des choses qui sont organisées comme ça à l'intérieur du congrès, qui sont sur le comment, justement. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle manière de faire vivre le congrès, c'est-à-dire d'avoir des échanges autour d'actions concrètes, etc. Et nous aussi, des fois, hein, moi je suis prêt à me dévoiler en tant qu'universitaire pour dire, ben voilà les panades dans lesquelles je suis, parce qu'évidemment, dans les panades, après, on a des reconstructions sui generis, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'on a acquis un certain nombre de choses, mais enfin, bon, c'est pas facile quand même. Donc, je trouve que, voilà, faire fonctionner le congrès comme un lieu où on pourrait s'armer sur ces questions-là, parce que les questions, vous allez les avoir, Anne. Aujourd'hui, on ne te les pose pas. Elles vont arriver. Je ne sais pas comment elles vont arriver. Elles vont peut-être arriver d'ailleurs par les jeunes qu'on embauche, qui vont dire, non mais vous nous faites chier avec vos conneries. D'ailleurs, les RH, il y a une réunion cette année, là, en début, il y a 2-3 mois, c'est de RH, un truc national, où les RH se disaient très inquiets de l'attitude des plus jeunes, le big quit, le fait qu'ils font pression à l'intérieur de l'entreprise, etc. On ne sait pas comment ça va arriver. Ça va peut-être arriver par des effondrements, mais ça va arriver. Donc il faut s'armer là. Et la deuxième chose qui est encore plus importante, et après je dis plus rien. Non, mais parce que je comprends la logique de Thierry. La deuxième chose, c'est la demande. Là-dessus, et ça c'est en écho avec ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est la demande. Je suis un peu agacé, moi, sur cette histoire de demande, parce que je pense qu'on va un peu trop loin dans la demande. La demande, c'est pas une ontologie, et notre question, c'est l'offre. Quand dans les années 80, Durafour a commencé à poser la question de savoir si on pouvait croûter de l'ergonomie, c'était pas écrit, hein, ça.
C'était au milieu des années 80. Mais il y avait un portage de ça. Il y avait, en particulier, je ne sais pas si Alain Garrigou est là. Alain, tu te rappelles, il y avait les ergonomistes plein temps. Et Wissner, les ergonomistes plein temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait dans la formation, pour chacun des syndicats, de pouvoir suivre les formations plein temps gratuitement. Et qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qui se passait là-dedans? On expliquait à des gens qui étaient éventuellement des porteurs de demande qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc on expliquait notre offre. Quand Alain est parti, ça n'a pas été compris par la nouvelle direction, qui s'est empressée de le supprimer. Donc on est allé à l'extérieur. Alain, tu te rappelles, on est allé à l'extérieur. Vous avez fait des formations dans les milieux syndicaux, par l'intermédiaire d'Antoine. Moi, je suis allé, en coordination avec l'ANACT, faire des formations à l'intérieur de l'INSEE et à la PHP. On a été expliqué qu'est-ce que c'était que l'ergonomie. Ça, c'était tout début des années 90. Donc, il y a eu un travail de compréhension et d'inscription dans les milieux économiques et sociaux de l'offre que nous pouvons faire en ergonomie. Il faut porter ça aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a fait un congrès sur les liens entre travail et écologie. Donc l'écologie dans le travail, l'écologie du travail, je ne sais pas, il faut régler ça. Mais il faut promouvoir ça à l'extérieur. Moi, je ne sais pas, hein, quelles sont les actions qu'on peut engager. Je ne sais pas, moi, je trouve que ça serait super qu'il y ait un papier qui soit publié dans l'usine nouvelle sur cette problématique-là. Il faut qu'on travaille l'offre. C'est un exemple, mais comment peut-on travailler l'offre? Et là, on a besoin d'avoir des coopérations. Je me tais. Merci Pascal. Je te laisse peut-être réagir, Arnaud. Juste pendant que le micro tourne. Alors, on va essayer... Christian, je ne veux pas te donner la parole, mais je voudrais aussi qu'on ait... Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé, donc on va essayer de distribuer. Et on reviendra vers toi après. Je fais très court et juste une remarque, mais oui, l'exercice de mise à nu, il est indispensable. Il ne pose aucun souci parce que vous l'avez compris, organiser un congrès comme celui-ci, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est parce qu'on pense qu'il y a un sens au niveau de l'évolution du métier. Donc évidemment, on joue le jeu de faire ça. C'est malaisé, c'est pas suffisamment structuré, c'est pas assez préparé, on prend, il n'y a pas de souci, mais l'idée c'est là. La remarque que je voulais faire, c'est quand même, ça rejoint les interpellations qu'il y a eu. On n'est pas prêt complètement, c'est ce que j'entends, en tout cas, et ça va arriver hyper vite. Non, je suis pas sûr qu'on soit prêt. Ouais, oui, ok. Mais en tout cas, je parle au niveau global. Enfin, je pense qu'au niveau de la communauté, on n'est pas prêt. Et je pense que ça va arriver super vite parce que dans les milieux industriels que je fréquente, pas tout le temps, je fais pas que ça. Une fois qu'ils ont pris une orientation, qu'ils ont décidé d'y aller, on en parlait tout à l'heure à la pause, hein, ça va aller hyper vite. Et ça va aller sans nous. C'est ça le risque, parce que c'est déjà maintenant. Oui, bon, c'est dur de prendre la parole après Pascal, mais je vais essayer quand même. Parce que sur ces questions de méthode... Non, sur cette question des méthodes et comment faire, je suis assez sensible. Alors je pense qu'il y en a... Il n'y a pas qu'une seule bonne méthode, mais il y en a certainement plusieurs qui sont aussi inventées, mais au moins faire part de ce qu'on essaye de réfléchir au sein du réseau du CREAPT pour aller dans le sens de ce que Pascal racontait ce matin sur la question de créer un champ des possibles. Alors moi, je parle d'horizon d'attente, mais c'est la même chose. L'horizon d'attente aussi, il se construit à la hauteur de ce qu'on peut convoquer du champ d'expérience, voilà, pour faire résonner les deux. C'est-à-dire que l'idée de s'imaginer un futur dépend aussi de ce qu'on peut faire de son passé, de la manière dont on peut le faire revivre à un moment donné. Donc il y a un aller-retour comme ça dans ces catégories du temps. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des entreprises, des institutions, y compris les politiques publiques, l'action publique, en fait, ont la mémoire courte, voire même s'organisent pour ne pas avoir de mémoire. Et donc, il y a une fonction que les ergonomes, à notre sens, enfin, le nôtre étant le réseau de GISCREAPT, peuvent tenir dans l'analyse du travail, c'est d'essayer de construire ou de situer un problème d'aujourd'hui dans un empan temporel le plus long possible. Donc, c'est-à-dire l'inscrire dans le temps long. Et cette question du temps long, à mon sens, elle est typiquement liée à ces questions d'écologie.
Et donc, voilà, c'est comment en tant qu'analyse du travail, où souvent on s'enferme parce que la discipline nous a dit qu'on était dans l'activité ici et maintenant, mais comment on arrive à construire des outils méthodologiques pour arriver à resituer nos affaires dans du temps long, et notamment sur les questions du passé. Et là, alors il y a plein de méthodes possibles, entre de la démographie du travail comme on peut le faire, des histoires de métiers, des personnes ressources qui ont encore un peu la mémoire sur comment on dote les différents services d'une entreprise de données qui lui permettent de prendre du recul. Et ça sert en fait d'outil de dialogue et à remettre de la mémoire là où il n'y en a plus. Et donc dans ce que disait Arnaud hier, là, quand il nous parlait des fromages, et à un moment donné, il a posé une question, est-ce que j'aurais dû aller voir, je ne sais plus Arnaud, si, est-ce que j'aurais dû aller voir les familles ou dans le village, etc. Peut-être que moi j'aurais fait ça, effectivement, je ne sais pas si ça aurait donné quelque chose, mais ça permettait de resituer cette question immédiate de la pénibilité du travail, peut-être dans une histoire plus longue. Voilà. Je voulais faire 3 remarques. Je voudrais revenir sur la question des radicalités quand même qui s'opèrent et de la violence que ça génère. Je vous rappelle que Paul François, qui a gagné son procès contre Monsanto, le 30 janvier de cette année, il a été victime d'une tentative d'assassinat. C'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Je vous rappelle que sur un certain nombre de sujets, il y a des organisations très structurées qui ne pensent pas comme nous et qui mettent tout en place pour que un certain nombre d'initiatives avortent. Donc, il faut avoir aussi cette lecture de la conflictualité que je pense on oublie dans un certain nombre de cas. Moi, je l'ai vécu dans le rapport au lobby des pesticides, mais c'est une réalité. Et quand on engage les jeunes, quand on engage des consultants, cette question-là, il faut la penser peut-être probablement autrement que ce qu'on la pense au jour d'aujourd'hui. Deuxième point, sur le chemin, le lien travail hors travail, il est essentiel. Parce qu'il y a des gens qui sont empêchés de penser leur rapport à l'écologie au travail, mais qui, dans leur quotidien de tous les jours, ils sont confrontés totalement. Et donc ça, cette unité d'analyse, elle nous est pas habituelle. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément bien faire, mais il faut y aller. On n'a pas le choix de comment on arrive à faire émerger par le hors-travail des éléments qui sont structurants pour changer le travail. Et nous, sur la question des expositions, c'est quelque chose qui est essentiel dans la méthodologie. L'autre point, si on va effectivement sur de l'action multiscalaire, il faut qu'on échange sur tous les lieux où nous intervenons les uns et les autres, parce qu'il y a, je dirais, des articulations à produire. Voilà. Je reviens sur la question de la loi Egalim, de ce qui se passe dans les cuisines centrales. Donc là, moi, j'ai alerté la mairie de Bordeaux que tel que c'était parti, leur projet écologique, il allait dans une impasse parce qu'on allait aller sur un mouvement social majeur qui allait empêcher. Donc c'est là où le travail... Hein, oui, et là, c'est le travail et les relations sociales au travail comme verrou. Et donc ça, c'est un enjeu majeur de pouvoir échanger autour de ça. Et le dernier point, je voudrais revenir avec l'AG d'hier, que j'ai mal vécu. Ces questions de bifurcation, ces questions de rapport à la radicalité, ces questions de protéger des gens dans des expérimentations, mais de protéger aussi des collègues qui expérimentent à leur niveau, c'est de la responsabilité de la self, de mon point de vue. Et pour pouvoir aborder ces questions-là, on n'a pas le choix que de travailler, que de refaire du commun avec toutes les associations fragmentées qui sont sur leur niche spécifique que je ne conteste pas. Mais c'est un axe politique qu'il faut qu'on porte. Si on ne tient pas ça, pour moi, la self, elle est finie, d'une part. Et d'autre part, on passe à côté de ces bifurcations où, comme on le disait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Il y a plein de choses qu'on va devoir inventer ensemble, qu'on va devoir bricoler, des bricolages rigoureux. Mais il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Et il n'y a que la self dans notre microcosme qui, pour moi, est capable de porter ça, mais avec une autre vision de ce qu'on fait avec les autres, de mon point de vue.
Merci Alain. On retourne. Vous vouliez poser une question et puis on passera à Christian et après il y a Michel. C'était juste pour dire que la demande, elle est là, les besoins sont là et qu'il y a des attentes aussi. Mais après, c'est de savoir comment on peut s'inscrire dans cette demande et sur quelle légitimité. Merci Christian. Merci. Peut-être comme ça, juste 3 remarques. La première, c'est, je repars de ce qu'a dit Alexandre dans son compte rendu, dans sa synthèse intermédiaire, qui a pris l'analogie au 360 degrés en disant ça nous concerne, ça concerne aussi nos interlocuteurs. Ça, cette question-là, je la comprends très bien. Et ça renvoie du côté de l'intervention à la nécessité d'une forme de pluridisciplinarité. Moi, j'étais extrêmement intéressé par l'exposé d'Alain au tout début, où on voit la pluridisciplinarité avec des écologues se mettre en place dans une forme d'intervention. Je pense que l'intervention... Alors, nous, à Athémis, et moi en particulier, j'ai été capable d'intervenir comme économiste. Je suis toujours intervenu avec des ressources en économie, au sens des connaissances, mais également en cherchant à m'appuyer sur l'ergonomie, d'où le travail qu'on a fait avec François et d'autres depuis toujours, d'autres disciplines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'expression, le métier d'ergonome, pour moi, ça ne fonctionne pas. Il y a un métier d'intervenant, on accompagne un certain nombre de situations et on mobilise des connaissances qui relèvent de l'ergonomie comme science, comme discipline, qui est aussi une discipline d'action, c'est ça son originalité. Donc la question méthodologique dans la discussion est très importante, mais également qui mobilise dans l'intervention d'autres sources de connaissances écologiques, économiques, et c'est cette tension à mon avis, qu'il faut tenir. Alors, je pense que c'est une très bonne idée que les congrès de la SELF ou l'association organisent, à travers les retours d'expérience dont parle Pascal, c'est-à-dire, et donc de revues de projet, une façon de revenir sur comment tenir différentes dimensions dans l'intervention qui ne relèvent pas toutes des enjeux ergonomiques. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très important et qui va permettre aujourd'hui de progresser sur la capacité de traiter la question de la transition. Puis le troisième point, je voudrais rebondir parce que j'avais le même point de vue qu'Alain. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la conflictualité, y compris à l'intérieur des entreprises. Parce que les cadres travaillent, peut-être, mais les cadres contribuent à la domination et à l'exploitation. On n'est pas tous dans la même situation de rapport au travail. Et le travail, il est porteur de relations sociales à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Quand une entreprise est engagée dans une logique financiarisée, globalisée, elle ne va pas admettre que les questions du travail telles que nous les posons puissent se présenter. Et on va se retrouver dans des enjeux de conflictualité dont parle Alain ici à l'extérieur de l'entreprise, mais à l'intérieur de l'entreprise. Donc il faut qu'on parle aussi de où se jouent les conflictualités et qui et dans quelles conditions on peut être en alliance. Et là, je pense que la piste qui a été ouverte hier par Vincent le premier, que nous on travaille aussi dans Athémis, c'est-à-dire les organismes d'intermédiation, les espaces d'intermédiation, qu'on a vu poser avec la responsable RH de la coopérative, la nécessité d'avoir un espace qui permet de prendre du recul par rapport à cette logique de conflictualité interne, parce qu'elle est confrontée, elle n'en a pas parlé, mais elle a fait allusion à la grève. On n'a pas mis le lien entre la grève et ce dont elle parlait, mais bon, elle est confrontée à ça. Et donc je pense que la piste ouverte par Vincent sur les enjeux d'intermédiation, les organismes d'intermédiation, c'est absolument fondamental dans l'intervention. Créer des organismes d'intermédiation me semble être de la responsabilité, peut-être de la SELF aussi, mais en tout cas de l'intervention, de nos actes d'intervention. Je vais répondre et puis du coup reprendre aussi ce qui vient de se dire. Moi, la première fois que je suis allé au congrès de la SELF, c'était il y a très longtemps. Et j'étais dans quelque chose qui me submergeait parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis à ma place? Et les gens que j'écoutais, François, enfin, j'ai des souvenirs de me dire, mais je ne serai jamais à la hauteur.
ça, il faut entendre ça. Que quand, quand on est jeune ergonome, on a cette espèce de se dire, mais est-ce qu'on est à la bonne place et est-ce qu'on est légitime, voilà. Et puis, l'âge avançant, on prend de la confiance et on ose y aller. Mais on reste encore dans des contraintes. Et je pense qu'il y a beaucoup de difficultés pour les personnes à communiquer parce qu'il y a toujours ce sentiment d'un jugement par ses pairs. Et de se dire, est-ce que j'ai respecté la démarche qu'on m'a apprise, voilà. Et donc, ça coupe finalement la communication sur toutes les tentatives d'exploration que chacun on peut faire là où on est, dans les conditions dans lesquelles on se trouve, avec les singularités, avec les complexités, etc. Il se trouve que, personnellement, moi j'ai dépassé ça parce que j'avais plus rien à faire de ça. Et je pense qu'effectivement, on est avec Arnaud dans des sujets et de nombreux sujets d'intervention où, ouais, on explore, on se casse un peu des fois la figure, mais des fois on arrive, etc. Et moi, j'encourage effectivement les gens à oser parler de ça. De dire que si le congrès, c'est juste entendre une ritournelle, qu'on a fait la démarche, qu'on a fait ça, que ça a marché, que c'est super et qu'on est content de ce qu'on a fait, il y a peu d'intérêt finalement, et pour la discipline et pour nous. Et si je suis fortement attaché à la self, c'est que je suis fortement attaché à l'ergonomie, et je veux que cette discipline existe en tant que telle, qu'elle soit aussi en relation avec les autres, mais je veux qu'elle ait son identité et qu'elle soit défendue. Et les propositions que j'entends, et moi cet échange-là, enfin cette journée-là, et même si hier c'était pas toujours simple, mais tout ce qui s'est échangé hier, je trouve que c'est excessivement nourrissant et porteur d'espoir, enfin sur demain. Voilà, puis voilà, bon j'arrête. Ouais, on te passe le micro. Juste pour faire une relance pendant que le micro il circule. Je ne sais pas si vous avez téléchargé les actes du congrès. Je vous invite à lire un papier proposé par Laure Bourmeau et Gaëtan Bourmeau qui propose de changer la définition de l'ergonomie portée par la self. Donc il n'a pas pu venir le présenter, il est en train de le présenter dans une session, mais je trouve que ça fait partie du genre de débat qu'on pourrait avoir. Bonjour à tous, Robin Giraud, moi je travaille pour le cabinet Human Design Group. Juste la question que ça me soulève en fait, c'est par rapport à l'identité du métier. Est-ce que du coup, on parle d'identité de l'ergonomie, une discipline à part entière, mais est-ce que du coup la dimension écologique doit être intégrée dans la pratique de l'ergonome en tant qu'identité, puisqu'on est sur des nouvelles formes d'exigences environnementales qui vont impacter à la fois les entreprises, mais à la fois la société dans son ensemble. Et du coup, est-ce qu'en tant que consultant, maintenant, une fois qu'on va voir des entreprises, d'emblée, on va mettre sur la table ces données écologiques. Voilà, c'est la question que ça me soulève. Merci. Si quelqu'un veut répondre. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y en a une. Oui. C'est-à-dire que les questions écologiques, elles sont posées dans le travail réel. C'est-à-dire que les uns et les autres, nous sommes confrontés à la fois des enjeux écologiques que nous subissons et d'autre part des enjeux écologiques que nous provoquons par le travail. Donc, bien sûr qu'il y a une réponse. Bien sûr, vous allez être confronté à cette question. Si vous êtes au plus proche du travail réel, vous voyez, cette question, comme le disait François, elle est liée à la situation générale. Donc vous êtes confronté à ça. On peut même peut-être la mettre sous le tapis et dire c'est pas notre affaire. Ça, c'est une autre façon. Mais elle est là. Elle est là. Donc que, en tant qu'ergonome, vous cherchiez à comment dirais-je, à augmenter vos compétences de compréhension en revenant sur les questions écologiques, pour moi, c'est absolument nécessaire. Moi qui suis un économiste, je me suis ouvert, j'ai lu beaucoup de choses en écologie, et encore très peu, et j'ai besoin d'être instruit par des écologues, comme le collègue d'Alain hier, pour comprendre les liens entre les questions écologiques et les questions que nous abordons. Et c'est un processus... Thierry a posé une question extrêmement importante, c'est-à-dire quelles sont les conditions de protection, de situations collectives dans lesquelles on ose parler des choses qu'on ne connaît pas. Parce que ce que tu as dit, Thierry,
Et je pense qu'hier, c'est pour ça qu'aussi on s'est vu un petit peu après, je pense que le cadre n'était pas tout à fait approprié. De revenir sur des expériences comme ce que vous avez eu dans un cadre d'une plénière, il y a besoin d'une certaine sécurité, justement pour éviter les jugements de valeur, si tu veux, qui ont des chances, tu vois, dans un truc comme ça, où ça sort, quoi, alors qu'on ne les travaille pas. Donc il y a un cadre de confiance à créer pour que les retours d'expérience puissent être nourrissants, y compris s'ouvrir par la question de monsieur que je ne connais pas, sur la nécessité de s'ouvrir à des enjeux qui, pour l'instant, sont loin de l'ergonomie. Mais si on s'intéresse au travail réel, ça se pose. Ok. On va passer à une autre question, enfin une autre réaction. Oui, mon commentaire s'inscrit dans le prolongement de ce que vous venez de dire. Et je serai un peu provocateur en reprenant ce que vous disiez au tout début. Est-ce que nous sommes prêts? Mais pour moi, oui. Nous le sommes depuis que nous avons opté pour une approche système, depuis que nous sommes sortis du poste de travail, depuis que nous regardons la complexité de l'ensemble des activités dans lesquelles les gens travaillent. Nous sommes des spécialistes du travail et l'activité qui se décline va traverser l'ensemble de sphères de vie. Pour vous donner des exemples concrets de ce sur quoi nous sommes incompétents mais où nous travaillons quand même, en rassemblant de l'information autour de l'activité des personnes et en utilisant, je voudrais compléter ce que disait un des premiers intervenants, plus que des méthodes, nous avons des modèles et des méthodes. Je travaille sur des process chimiques, je ne suis pas chimiste, sur des process métallurgiques, je ne suis pas métallurgiste, nucléaire, pareil. Qu'est-ce qui fait que je peux travailler sur ces process, que je peux définir des interfaces informatiques, que je peux définir des organisations qui travaillent dans des services d'une très grande variété? Je suis spécialiste d'aucune de ces choses-là. De quoi suis-je spécialiste? Et c'est une question relative à l'identité. Nous savons faire appel à des compétences complémentaires des nôtres, et notre identité, elle est pétrie de ces modèles et ces méthodes centrées sur l'activité. Cette activité, on le sait depuis maintenant très longtemps, n'étant pas réservée à ce qui se passe à l'intérieur des organisations et des entreprises, mais traversant un ensemble de périmètres bien plus larges. De quoi sommes-nous spécialistes et sommes-nous préparés au traitement des questions écologiques? Mon point de vue, c'est mais oui, depuis très longtemps. Il faut juste qu'on y aille. Juste une remarque, il faut qu'on arrête sur hier, hein. Tout va bien, hein. Je pense qu'évidemment, qu'avec Thierry, on a une capacité de provocation qui est certaine. Mais c'est vrai qu'on n'a aucun problème sur le fait de mettre de la matière et mettre de la matière en circulation et se mettre à nu. Je pense que ce qui est compliqué, c'est la modalité d'échange. C'est de trouver la bonne granulométrie, de l'écoute, du questionnement et de rentrer dans une logique de questionnement. Et ça, c'est une granulométrie qui est particulière, qui est déroutante, on en convient. Mais je reviens sur la question. Je ne suis pas sûr que la réponse soit complètement faite par rapport à la question qui avait été posée. Parce que la question qui était posée, c'était sur la question de l'identité. Est-ce qu'on ramène dans l'identité? Qu'on y soit confronté? Oui, c'est ce qu'on fait là. Certainement. Par contre, la question que vous avez posée, c'est sur la question de l'identité. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui nous embarque collectivement ou pas. En tout cas, il y a du réglage. Il y a du réglage collectif, il y a du réglage, pour le coup, un peu métier pour moi. Dans notre structuration, dans notre valeur d'enseignement, dans... Peut-être qu'en Arte aussi aura des choses à nous dire sur la manière dont les choses bougent de ce côté-là. Est-ce qu'au niveau européen, il y a des choses qui bougent là-dessus? J'en sais rien. Peut-être que tu ne le sais pas non plus, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais est-ce qu'on va vers embarquer ça dans notre identité? Je fais une distinction entre, oui, on y est confronté, mais est-ce qu'on a envie d'y prendre part et on prend part de quelle manière? Et ça appartient à chacun. Et je ne parle pas de mes propres engagements. Enfin, chacun est libre de ça. Il faut trouver le réglage, il me semble, quand même, là-dessus. Juste, je te donne la parole. Je voulais rebondir sur l'offre, tu vois, ce que tu disais. Et moi, je suis toujours étonné quand j'entends des personnes avec qui je travaille qui me disent « Ah, mais les ergonomes, ils font ça aussi. Ils savent faire ça aussi. » Bah oui. Donc c'est vrai, il y a une vraie problématique de lisibilité de la capacité des ergonomes. Et c'est vrai que ce qui fait que c'est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de façons de faire de l'ergonomie. Et c'est peut-être ça aussi qui trouble le regard. Anne, et puis je te passe le micro. Non, tu veux d'abord, je ne veux pas monopoliser. Moi, j'ai compris encore autrement.
c'est ça qui est intéressant. Il faudrait vous poser des questions pour mieux comprendre. Moi, je l'ai compris, le côté identité, finalement, en tant que consultant, ben, on est ergonome, je vais dire n'importe quoi, ergonome, éco-ergonome, voilà, comme un étendard, comme quelque chose qui devient une identité. Et c'est comme ça que je l'ai compris, mais peut-être, ouais, ça se rapproche un peu. Et là, je me dis, ça pose la question de la stratégie. C'est-à-dire que, est-ce que dans une situation, etc., de l'affirmer, c'est finalement éveiller un appel et des gens qui sont déjà un peu dans cette recherche et du coup vous faire venir aller sur des projets qui l'intègrent, ou est-ce que c'est l'inverse, pour certains autres projets ça va être un rebutoire et que finalement c'est à infiltrer, voir est-ce qu'on peut, comment, à quel moment. Voilà moi ce que j'ai compris. Bon, moi j'avais aussi un autre truc. Quand on parle de la conflictualité, là où je suis actuellement, et pas seulement moi, parce qu'on est en train de à Pôle emploi, enfin je dirais dans plusieurs collègues qui sont dans le secteur public, dans cet environnement-là, on n'a pas peut-être cette conflit, on l'a sur l'aspect économique, mais là aujourd'hui on a le problème de ce qui s'appelle l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a un modèle très fort du progrès, et le progrès c'est le flex, la dématérialisation, l'agilité, la simplicité, c'est-à-dire on fait un groupe, on fait deux réunions, vous voulez quoi, on met des post-it, machin, etc. Les gens s'expriment et derrière, ils proposent directement une solution pour un accueil. Voilà ce que je disais, je veux un pouce, machin. Il n'y a aucune projection et co-construction et ils balancent au service opérationnel la mise en œuvre. Donc ils deviennent prescripteurs sur une base qui n'est sans analyse et aucune construction, puisqu'il y a déjà la solution de mettez-nous en œuvre cette solution. Et c'est quand même, aujourd'hui, c'est très très fort, c'est-à-dire qu'il y a des ergonomes qui, voilà, ils ont beau être là depuis des années, ils peuvent être structurés. Tout d'un coup, ces directions sont rattachées aux décideurs au niveau de la direction générale, ont des moyens, des ressources humaines considérables, c'est-à-dire que tu crées d'un coup 10 postes, 20 postes, voilà. Monte des formations internes. Enfin voilà, je ne veux pas encore monopoliser, mais voilà, pour vous dire qu'il y a... On en a parlé dans les premiers jours sur cette histoire que est-ce que ce qui est nouveau, c'est un progrès finalement. Voilà, je ne vais pas venir les jeunes, les vieux, mais voilà, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que se parler... Voilà, donc c'est vrai que... Et on est quand même super... gêné dans notre posture, parce que si tu commences à être dans une posture critique, tu fais donneur de leçons, ce qui n'est complètement, enfin anti, voilà, c'est pas, tu vas pas avancer. Enfin voilà, il faut aussi qu'on cède là-dessus. Dans nos propres milieux, dans nos propres territoires, il y a une grande violence et même la pérennisation de l'ergonomie dans ces secteurs. Moi, c'était plus une remarque, mais enfin une remarque où vous partagez une réflexion par rapport aux deux premières questions qu'il y avait eu initialement, et peut-être par rapport à ce que tu disais, Thierry, juste sur ta dernière prise de parole, où j'ai plus en plus l'impression qu'en fait on intervient dans des cadres, et que du coup il faut qu'on ait une lecture de ces cadres, et que du coup s'il y a un défi, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne manière de faire, mais que par contre le défi qu'on a, c'est de réussir à comprendre quelle va être la juste manière à construire dans ce cadre-là, la fenêtre temporelle qu'on a, les moyens qu'on a, etc., tout en essayant de tenir quelque chose qui est de l'ordre de l'orientation. Enfin, aujourd'hui, je le formule comme ça, qui est de l'ordre de ce qui nous oriente. Et qu'est-ce qu'on essaye de tenir. Et il me semble que la difficulté qu'on peut avoir, si on le regarde comme ça, c'est que finalement, la temporalité des résultats de notre action, on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va advenir. Et que du coup, il y a des choses qui vont peut-être pas du tout être reçues dans l'immédiateté de la situation dans laquelle on est,
mais qui à 2, 3, 4, 5 ans va peut-être se jouer. Voilà, c'était juste ça. Pour revenir un peu sur ce qui vient de se dire, moi je voudrais revenir sur une remarque qu'a faite Bernard Michel là tout à l'heure. Je suis absolument pas d'accord. Quand il dit qu'on est tous prêts, enfin, ou tout prêts, c'est pas tellement ça la question. Mais les exemples auxquels il renvoie, et notamment la mise en avant de la notion de système, me paraît exactement ce qui fait débat. Parce que dans cette approche dite systémique, il n'y a pas de société, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de subjectivité. Il y a autre chose, c'est-à-dire on est sur des fonctionnalités. Ça ne me gêne pas du tout que ça intéresse et que ce soit de l'ergonomie, mais il n'y a pas pour moi d'accord sur le fait que avec ça on s'en sorte. Je pense que les questions d'écologie portées au niveau où c'est en relation avec des enjeux de sociabilité, de civilisation, enfin bref, de tout ce qu'on veut, se règlent pas par des approches systémiques. Je n'y crois pas une seconde. En tout cas, ça mérite au moins, et je le dis en toute amitié par ailleurs, ce n'est pas du tout un problème personnel, mais je pense que là, il y a une différence, je ne sais pas comment la qualifier, mais je dirais épistémologique pour dire les choses, qui à l'intérieur de l'ergonomie, je dis ce qu'on ne vient pas du tout que ça tout en fasse partie, mais ça pose la question de savoir quel est le point d'unité, qu'il n'y aurait à faire, et à travers la diversité, qu'est-ce que ça fait vivre comme différence utile aux uns et aux autres pour creuser justement les singularités que chacun veut porter. Mais du côté où moi je raisonne, je pense que comme beaucoup l'ont dit par ailleurs, à la fois on n'est pas prêt, mais en même temps on est préparé. Je veux dire, on n'est pas non plus dehors. Voilà. La remarque qu'a fait Pascal, enfin c'est plus qu'une remarque, la différence entre une ergonomie finalement de type homéostatique et qui repose sur une conception de la régulation qui est en fait une ergonomie d'aménagement à l'intérieur d'une contrainte. C'est exactement ce qu'on disait quand on parlait du fait que l'économie était un contexte. Il faut se débrouiller à l'intérieur d'eux. Et une ergonomie qui ne se sentait absolument pas légitime de dire quoi que ce soit dans le champ de l'économie ou de la société, à l'intérieur d'eux. Ou elle le disait sur un plan très surplombant. À une ergonomie qui prend les questions économiques comme un domaine d'intervention, donc qui s'en mêle, qui s'y mêle, qui s'y aventure avec tous les risques. Là, par définition, alors elle pourrait redevenir homéostatique pour le modèle en place, après tout, hein, c'est pas interdit. Mais comme on le fait avec une ambition de type émancipatrice et convoquée par ailleurs par l'interpellation sociétale, écologique, etc., alors on sort d'une ergonomie qui cherche à réguler, une ergonomie, comme tu l'as dit, plutôt qui cherche à innover. Mais il est bien clair que chacun s'aventure là sur un mode dangereux pour lui-même, pas simplement sous l'ordre des risques que rappelait Alain, heureusement on n'en est pas tous exposés comme ça, mais sur un mode psychologique, psychique, moral, professionnel, qui justifie véritablement une dimension qui est très peu mise en avant, qui est la nécessité de groupes de pairs, de supervision, d'accompagnement, parce que je crois qu'on est une ergonomie qui est issue historiquement et conceptuellement d'une hypothèse de faire partie des sciences plus ou moins dures, dans lesquelles l'aventure psychique de la personne qui agit est peu mise en avant. On la parle, mais elle n'est pas regardée. Dans les enseignements, pas non plus. Or, je pense que ce sont des métiers que personne ne peut tenir s'il ne fait pas un investissement personnel sur les modes de soutien dont il a besoin pour lui-même et pour la collectivité. Et ça, c'est un enjeu professionnalisant décisif, surtout quand on s'aventure dans des domaines qui ne sont pas stabilisés, où on a absolument besoin du retour réflexif des autres pour savoir, finalement, qu'est-ce que je fais là? Comment je m'y prends? Est-ce que j'ai besoin de me mettre dans cet état? Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque? On ne peut pas en décider tout seul. Je partage complètement. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par les uns, par les autres. Et pour discuter avec des collègues et des débutants ou comme des anciens comme moi, on a tous des histoires à raconter sur des moments où il a fallu nous-mêmes nous confier par rapport à... Enfin, moi, j'ai mon souvenir en tête une intervention qui a failli me faire partir en live complet.
et où j'ai réussi à trouver les appuis nécessaires. Mais voilà, mais sauf qu'on ne le dit pas, sauf que ça ne se raconte pas. Enfin, ça se raconte pas forcément d'une façon publique. Et ce qui me semble important, je viens de perdre ce que je voulais dire, c'est pas grave. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, mais je pense que oui, effectivement, la self, au-delà de l'aspect très classique des communications, des échanges, etc., on avait essayé d'initier ça à Tours, d'avoir des ateliers, d'avoir des moments où on déstructure les choses, on déstructure le confort dans lequel on se trouve dans ces cadres-là, pour finalement arriver à parler. Je me souviens d'une salle en particulier où les gens étaient vraiment dans une attitude de se parler de leurs difficultés, etc., que c'était fabuleux, qu'ils en sortaient en tout cas heureux. Et je pense que oui, c'est ça qu'il faut arriver à construire aussi. Et la notion d'être confronté à des situations assez lourdes ou assez difficiles, parce que l'engagement est profond et sincère, bah ouais, c'est vrai que bon, moi j'ai la chance d'avoir en proximité Pascal et à Lyon, d'avoir Arnaud, enfin, et de trouver comme ça des personnes ressources. Et je le souhaite à tout le monde de pouvoir se créer aussi ces supports-là, quoi. Parce que des fois, c'est vrai que la solitude de l'ergonome, elle est importante. Elle est importante. On vous a pas encore entendu, alors c'est bien. Bonjour à toutes et tous. Alors, Thierry, j'ai apprécié ce que vous avez dit. Moi, je suis une jeune ergonome. Ça fait plus de 25 ans que je travaille. Je suis infirmière de formation. Donc, je suis en reconversion professionnelle parce que l'ergonomie, je l'ai découverte par hasard en travaillant en industrie. Et ça a été un coup de foudre, il y a une dizaine d'années. Et j'ai pu accéder à cette profession. J'en suis au tout début de mon parcours. Et je pense que l'aventure est belle. Par contre, je ne sais pas si je suis la légitimité. Moi, je me la pose depuis que je suis ici et je suis super fière de participer à ce congrès, de pouvoir vous rencontrer tous. Et c'est un bonheur parce que vous nous faites partager vos expériences. Même les difficultés que vous avez vécues. Ça, c'est important et c'est rassurant pour des jeunes comme moi. Alors, je suis une jeune, pas jeune, mais j'ai une interrogation. Je suis infirmière de base. Le diplôme d'infirmière, il est protégé. C'est-à-dire que pour dire qu'on est infirmière, il faut avoir un diplôme d'état d'infirmière. J'ai bossé dans des secteurs hospitaliers. J'ai bossé en extra-hospitalier. Je bosse en industrie. Partout, je suis infirmière. D'accord. Mon interrogation aujourd'hui, alors je sais pas si... Enfin, je vous la partage parce que c'est une interrogation que j'ai eue avec mes collègues de promo. Pendant les 2 ans de formation, je suis issue du CNAM. Je ne suis pas venue au CNAM par hasard. Parce qu'étant dans l'industrie, pour moi, le CNAM, c'est une valeur sûre et c'est un réseau. Et d'ailleurs, ce réseau, moi, il me porte depuis que je suis diplômée, et je suis diplômée depuis 1 an, et ça, je suis très fière de faire partie de cette... Pour moi, je vois ça comme une famille, clairement. Hein, je suis vraiment fière de ce choix, je pense que je ne me suis pas trompée. Quand j'ai entendu Madame Delgoulet agir cette année contre le risque ergonomique, oh, mon Dieu, on n'est pas des risques, hein. Enfin, voilà. Alors, mais moi, ce qui m'interpelle et qui m'inquiète, parce que je suis infirmière, parce qu'en tant infirmière, ça fait partie de ma fibre, hein, mon diplôme, il est protégé. Là, je suis ergonome. J'ai la double compétence, j'ai 2 métiers. Je suis contactée par des chasseurs de tête qui me disent « On cherche une infirmière ergonome ». Bah ok, mais alors c'est quoi une infirmière ergonome? C'est un canard à 3 pattes, alors je cherche ma 3e patte. Hein. Bah, je ne suis pas infirmière ergonome, je suis infirmière, oui, je suis ergonome, oui, mais c'est 2 diplômes différents. Ça veut dire quoi? Ma crainte, est-ce que l'ergonomie, c'est une compétence? Est-ce que c'est un savoir? Est-ce que c'est une discipline? Est-ce que c'est un métier? Je vous provoque un peu, je pense que c'est tout ça à la fois. Et je pense qu'il y a de l'humain, parce que moi, en tant qu'infirmière, l'humain, il fait partie de... Je ne suis pas arrivée là par hasard, l'ergonomie, je ne suis pas arrivée là par hasard. Moi, j'aime les gens, j'aime... ce que vous disiez hier, on ne fait pas ce métier par hasard. Hein. On est intéressé par ce que les gens vivent, mais
Mais notre métier, c'est quoi? C'est un titre? Est-ce qu'on est protégé? Quand on est en industrie, il y a des gens qui se targuent d'être ergonomes et quand vous creusez, ils ne sont pas du tout ergonomes. Ils ont fait 10 heures, 20 heures, 30 heures de formation. Ok, ils sont ingénieurs. Moi, je ne suis pas ingénieur. Mais mon bac plus 5, j'ai été le chercher, quoi. Hein. C'est dur, hein, c'est une formation qui est... faut s'accrocher, hein, faut... Bon, mais moi, je voudrais partager cette inquiétude que j'ai avec vous parce qu'en fait, ce diplôme... voilà. Enfin, est-ce qu'on pourrait pas se protéger? Je parle pas d'un syndicat, j'en sais rien. Est-ce que la SELF pourrait pas faire quelque chose? Je suis peut-être à côté de la plaque, je sais pas. Non, vous n'avez peut-être pas l'information qu'il existe une qualification qui s'appelle Arte. Voilà, je l'ai, mais est-ce que au jour c'est suffisant? Au jour d'aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail qui a été engagé depuis plus de 25 ans maintenant avec le CRE. C'est une qualification. Ça a été le seul processus aujourd'hui qui permet effectivement de qualifier quelqu'un pour 5 ans avec un renouvellement. Voilà. Est-ce qu'il faut aller vers d'autres systèmes de reconnaissance? Pour l'instant, celui-là existe. Voilà. Je vous fais part, moi, de mon questionnement actuel. Oui, on se base sur le titre, même pour les jeunes diplômés. Mais ça, oui, mais bien sûr. Vous évoquez un point vous évoquez une interrogation qu'on partage toutes et tous. Le problème, c'est que c'est la création d'un titre au niveau national, comme le titre de psychologue ou d'avocat ou d'infirmière. Après, il est porté dans les instances politiques. Et donc, ce portage, il nous échappe. Il nous échappe. Et donc la redéfinition qu'il peut y avoir du titre, du périmètre professionnel du titre à travers ce processus-là, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça le problème qu'on a. Voilà, mais oui, si on avait un titre, ça serait mieux. Après, il faudra s'en dépatouiller, quoi. Juste une remarque. Moi, mon sentiment, c'est qu'un titre... il ne se défend et il est défendu qu'en regard du risque qu'il y aurait que l'activité soit exercée par des gens qui ne l'est pas. Donc c'est en face du risque qu'on suppose qu'on courrait sans l'avoir. En médecine, c'est ce qu'ils font, en psycho, en ingénieur. Enfin, ce sont des dimensions que la société reconnaît. Ça ne sert à rien de vouloir faire reconnaître un titre s'il n'y a pas repérage d'un risque inverse. Quel est le risque qu'il y a que des gens qui s'appelleront Schtroumpf s'inquiètent des mêmes questions que nous? On voit bien comment, mais la société ne les reconnaît pas comme des risques. C'est un peu la même chose qu'on trouve du côté des disciplines analytiques, de la défense d'un titre de psychanalyste. Si on ne sait pas dire à quoi ça engage du point de vue du respect de quel type de méthode par rapport à la garantie de quel type de résultat, si on assume le fait qu'en réalité, nous, on est des professionnels d'une aventure. Certes appuyés sur un certain nombre de socles, c'est très difficile à définir dans un titre. Alors que ce soit insécurisant, oui. Mais il faut faire avec, hein. On arrive à... Ouais. Je ne sais pas si c'est une question que de titre dans ce qui est soulevé, hein. Mais c'est aussi la manière dont ce qu'on rajoute n'est pas un peu confusant. Et je ne sais pas de quelle manière faut l'entendre. Enfin, c'est audible. C'est audible. Non. Là, j'aimerais reprendre, si vous permettez, je vais juste reprendre là, cette question de cette sécurité d'une certaine manière. Je pense comme François que ce n'est pas par le titre qu'on peut l'avoir. Par contre, c'est par les dispositifs que nous mettons en place qu'on peut sécuriser ça. Ces dispositifs de retour d'expérience, les dispositifs où on apporte des connaissances nouvelles, où on se confronte aux autres qui sont dans des situations semblables, où on construit ensemble une communauté professionnelle. Voilà. Je pense que ce qui sécuriser, disait Pascal hier, sécuriser les transitions professionnelles. Nous sommes dans des transitions professionnelles, c'est-à-dire qu'on part chacun avec vous infirmière, moi j'étais chercheur, voilà. On évolue dans des trajectoires à la fois qui appellent des corps de discipline qui s'ouvrent, des nouvelles questions, et puis d'autre part des pratiques
professionnels, de métiers, parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Donc on est bien dans des trajectoires. Je pense que la question que vous posez pour vous, mais en réalité que nous avons tous, alors après, avec des dispositifs institués qui ne sont pas les mêmes. Moi, je suis à la retraite, donc la question du revenu ne se pose plus. Bon, mais elle se pose dans des termes très très différents. Par contre, bien entendu, les risques ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Bon. Mais ça, c'est absolument important. Un ergonome dans lequel il faut faire vivre un cabinet de consultants n'est pas la même chose qu'un ergonome qui est inscrit dans une université. Bon, voilà, c'est pas la même chose. Donc les types de risques ne sont pas les mêmes. Et du coup, derrière, les dispositifs à constituer pour qu'on surmonte ça est une vraie discussion. Bon, je pense que quant au fond, l'enjeu, c'est exactement les questions que posait Thierry. C'est-à-dire quels sont les dispositifs que nous créons qui permettent de créer ces échanges d'expériences, y compris d'aborder à des moments quand c'est très grave, comme celui qu'a posé Alain, puisque ça va jusqu'à un risque là particulièrement grave. Mais il y en a d'autres, apparemment moins graves, mais quelquefois très perturbants sur un plan personnel. Hein. Voilà. Alors, Alain, mais juste un point là-dessus. Rassurez-vous, on n'est pas complètement inquiet en tant que consultant. Hein. On a une certaine sécurité. Hein. L'histoire ne nous a pas raconté non plus que tous les universitaires étaient plus sécures. Faut pas, soyons pas... Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut être à l'écoute de ce que les jeunes dans le métier se posent comme question. Il ne faut pas oublier que les kinés ont tenté par 3 fois de faire passer un amendement dans le cadre de la nouvelle loi travail pour être reconnus comme kinés au travail, et ils sont à la manœuvre. Et à un moment donné, donc ça a été bloqué parce que même les médecins du travail n'en voulaient pas, mais il n'est pas exclu que ça revienne. Bon, moi je voudrais revenir, comme on disait, à hauteur d'homme. La question de la transformation de la définition de l'ergonomie, si on veut inclure les questions de l'écologie, c'est maintenant. Je veux dire, c'est comment on fait. Je veux dire, on n'a pas le choix. Si on veut revendiquer une autre identité par rapport, et ça a à voir avec la question de la défense du titre aussi, c'est comment on se démarque dans ce qu'on fait. Donc ça veut dire, cette question, c'est un chantier que j'adresse à la SELF, hein, c'est un chantier sur lequel il faut aller. Et probablement qu'au niveau de l'IEA, il y a des gens qui se posent déjà cette question-là. Mais pour moi, c'est une manière d'alimenter, d'ouvrir le chantier et de commencer à poser un certain nombre de choses. Il y avait une dernière remarque, peut-être avant qu'on coupe. Vas-y. Oui, toi, vas-y. Oui. Alors, ce que je fais au sein de la FIS me donne une vision de ce qui se passe dans différents pays. Et il y a quelque chose qui traverse les différents pays. Je nomme ça les 4 piliers de notre profession. Le premier pilier qui existe historiquement et dont on a vraiment besoin, et lorsqu'il disparaît, ça pose de sacrées questions, c'est la formation. Donc je ne parle pas des formations de 10 heures, hein, je parle des formations qui conduisent à un master et qui permettent de pratiquer. En Espagne, il n'y a plus de formation depuis quelques années et on est en train de leur donner un coup de main pour remonter ça. Et du coup, ils sont en train de s'écrouler du côté de l'ergonomie. Aujourd'hui, c'est les préventeurs qui sont à la barre en Espagne. Donc premier cran, premier pilier, c'est la formation. Mais la formation seule ne sert à rien s'il n'y a pas de pratique. En fait, s'il n'y a pas de délivrance d'un service dont l'utilité soit reconnue. Donc ça, c'est les praticiens, les universitaires, c'est tous ceux qui vont œuvrer et produire un certain nombre de résultats. J'insiste sur les résultats, je passe sur les éléments dont on vient de parler, sur l'intervention, sur les dimensions qu'on peut travailler comme l'écologie, hein, dont on est en train de parler pendant ce congrès. Donc on produit des résultats. Et si dans ma boîte on me rappelle, c'est parce que j'ai des résultats. Et j'ai un portefeuille de 200 clients, et s'ils reviennent, c'est parce qu'il y a des résultats. Parfois, il n'y en a pas, on est d'accord, hein, ce n'est pas garanti. Mais deuxième pilier, c'est la pratique. Troisième pilier, c'est les organisations telles que la SELF. Et puis, il y en a un certain nombre. Il y a le CRI, avec l'ARTE, avec le label. Il y a le CINOV aujourd'hui. On a créé en 1996 le CINOV entre plusieurs cabinets conseils. Et on s'est posé la question d'un ordre professionnel ou pas. On n'a pas choisi ça. On a choisi un syndicat patronal qui est complémentaire aux forces que nous avons. Et puis le dernier pilier, le quatrième, c'est la réglementation sur laquelle maintenant il y a une vigilance aiguë. Je parlais hier à l'AG de la directive machine. Il y a plein de directives, il y a plein de guides
sur lesquels on agit et qui nous permettent de nous insérer de la bonne façon par rapport à nos pratiques. Donc, ce qui fait la reconnaissance, parce que c'est ça c'est une des clés, ce qui fait la reconnaissance de notre profession, ce sont ces 4 piliers. Et donc, il faut qu'on soit à même de travailler sur chacun de ces 4 piliers en même temps. En France aujourd'hui, je sais que la formation n'est pas toujours très en forme et il y a des attaques régulières qui conduisent à des risques de dilution, ok, mais ça on le sait, et donc la vigilance va faire une différence. Et la recherche dans les piliers, elle est où? Parce que moi, la recherche, c'est le fait que la recherche, alors plus fondamentale, la recherche sur la pratique, toutes les formes de recherche, pour moi, c'est un pilier qui nourrit les autres, et je t'entends pas... Oui, pardon, j'ai rangé recherche et enseignement au même endroit dans les piliers. Mais tu as raison de soulever ça. Pour moi, si on forme des masters avec la qualité des masters aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une association avec la recherche. Tout ce que j'ai appris depuis que je suis sorti, c'est parce que la recherche existe. Je suis d'accord avec toi. Bien. On voulait vous remercier en tout cas de ces échanges-là. On voit bien qu'il y a un rendez-vous à prendre, qu'on ne peut pas en rester là. En tout cas, c'est ce que je pense on peut partager tous, qu'il faut voir c'est quoi le rendez-vous de demain, sous quelle forme, avec qui, sous le patronage ou sous l'autorité de qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un avant-après et que ce moment d'échange qu'on a eu, il est véritablement déterminant pour demain. Et ça serait bien qu'on n'en reste pas là. Voilà. Merci beaucoup. Les interrogations qu'il y a. Allô, allô. Non, je voulais faire un lien entre les discussions qu'on a eues là, enfin la conclusion que faisait Thierry, et les discussions que nous avons eues hier au conseil d'administration de la SELF, en disant qu'on est plusieurs à avoir fait un lien, et il faut le saisir là. C'est le bon moment pour le saisir. Hein. Étant donné les interrogations qu'on a eues, que nous avons eues hier, c'est le bon moment pour le saisir. Je ne représente pas le CA, là je parle pour moi, mais en tant que membre du CA. On est en train, suite à ce qui s'est passé hier, qui a aussi permis des échanges, parce que dans toute situation comme ça, compliquée, et qui est très proche de ce qu'on évoque aussi au niveau de ce congrès, sur les contextes structurels, à voir si on peut, comme dit François Hubault, faire bouger les marges, parce que par rapport à ce qu'évoquait Ramaciotic à l'époque, c'était un autre contexte. Est-ce qu'on accepte ce contexte actuel ou est-ce qu'on va faire bouger les marges? Aussi, nous, nos propres, qu'est-ce qu'on peut faire transformer? On va sur l'heure du repas nous faire un compte-rendu pour vous montrer comment les choses, on les capitalise, et l'idée, c'est de poursuivre ce dialogue. Je voudrais quand même aussi dire, parce qu'on dit toujours le CA, la SELF, etc. Non, voilà. Il faut, on est une association. Bien sûr, on a été élu au CA pour porter, pour faire avancer des choses, mais c'est clair qu'on ne peut pas le faire sans, et c'est encore plus évident actuellement, sans une participation. Et donc à la fois dans la construction, puisque là, enfin pour moi je vois un vrai parallèle, hein, c'est-à-dire que c'est une co-construction, on est d'accord, et qu'après il y a un portage, qu'on réfléchisse comment aboutir d'une idée, d'une volonté, d'un objectif à sa réalisation, avec tout ce qu'on connaît. Donc je pense que là on est dans une première phase, qui a été une première phase déjà qu'on se prend cette réalité, qu'ont chacun de son vécu, de son expérience, etc., a des idées. Je pense qu'il ne faut pas qu'elles soient en conflit. Je pense qu'elles doivent s'enrichir mutuellement, ces différentes idées. Et après, il faut continuer, il faut qu'on bosse ensemble. Voilà, c'est juste pour ça. C'est que... Déjà, Desnoyers, en 1998, avait écrit un éditorial du bulletin de la SELF. Il paraphrasait Kennedy et il disait « Ne vous demandez pas ce que la SELF fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous faites pour la SELF. » Missionnez-nous.
Oui, c'est ce que je pense. Faites des lettres de mission. Moi, je pense qu'il faudrait faire une publication dans la presse à destination des milieux de production. L'usine nouvelle pourrait être intéressante, etc. Même quelque chose d'assez bref qui relate les interrogations autour de la question travail et transition écologique. Je pense que ça serait vraiment très utile. Missionnez-nous. Ben, je pense effectivement, chacun sait faire certaines choses, pour d'autres sont difficiles. Et après, il faut qu'on missionne et aussi que vous soyez en disant, moi je peux faire ça, quoi. Tu vois, c'est les deux, parce que... Non, mais on peut proposer. On peut proposer, je te dis pas d'autosaisir, hein, c'est qu'on propose, on partage, voilà. Ouais, alors, juste pour finir, hein, sur la base de ce qui s'est dit, sur la base de ce qui s'est dit hier, de fait, je ne sais pas si ça va prendre sous la forme de lettre de mission ou que sais-je, mais le CA reviendra vers les personnes qui sont intéressées aux pour-actions qu'on avait déterminées à la fin de la soirée, à savoir comment ça évolue, comment ça peut s'avoir. De manière plus pragmatique, a été évoquée la question du titre. Sachez qu'au niveau du CA, il y a quelque chose qui est en train de se réfléchir pour voir comment engager une réflexion, un processus pour justement traiter cette question qui revient d'année en année sur la question du titre en ergonomie. Voilà.